Cela nous met donc du baume au cœur et nous dit, justement, vous ne vous êtes pas battu pour rien. Et surtout, vous n'êtes pas les seuls à vous battre. Disons que moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance. En réalité, j'étais dans un pays voisin, donc avec mon père, pour régler quelques problèmes familiales. Quand la police est partie m'absenter sur mon lieu de travail. Donc ma fiancée m'a envoyé mon petit frère qui vivait avec moi, m'a averti pour me dire que à Cotonou, ça ne va pas du tout, il faut que je prenne mes dispositions. Et en tant que responsable, parce que j'étais responsable syndical, j'ai dit à mon père, avant la tombée de la nuit demain, moi je dois être à Cotonou. Et c'est effectivement donc ce que j'ai fait. Et je suis rentré directement en clandestinité, quoi. Quand la répression a commencé, nos syndicats nous a fait circuler un communiqué interne, nous disant des pans entiers du syndicat sont en train de tomber dans les mains de la police politique. Mais on ne se rend pas à l'ennemi. Si quelqu'un a la chance que la police politique va l'absenter, il faut qu'il prenne ses responsabilités. S'il sent qu'il a les épaules assez larges, il entre en clandestinité pour que nous puissions sauver tout ce que nous pouvons sauver dans du syndicat. S'il sent qu'il n'a pas les épaules assez larges, qu'il prenne le chemin de l'exil. Donc c'est fort de cela que et moi, je dis, il faut que je rentre dans le pays, dans la clandestinité, pour essayer de sauver tout ce que nous pouvons aider donc à sauver. Mais au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que je ne sauvais rien du tout. Je me terrais comme un rat. Donc j'ai dit à mes amis, écoutez, je serai beaucoup plus utile à l'étranger et à l'extérieur que terrer comme un rat. Je deviens un boulet pour vous, là, pour le mouvement. Donc ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Bon, ils n'ont rien compris, hein. Ils m'en ont voulu pendant quelques temps, mais plus tard, ils ont compris, etc. Et donc, j'ai quitté le Bénin et je suis arrivé donc dans la capitale d'un pays voisin. Et j'ai commencé à chercher une terre d'accueil. D'abord en Afrique. Parce que pour moi, la France, c'est tellement loin. Je connaissais un peu la France. Quand j'étais étudiant, je suis venu passer quelques semaines en France. Mais c'était tellement loin que c'était inenvisageable. Donc, je l'ai éliminé de ma liste tout de suite. Mais le hasard a fait que un ami qui travaillait donc dans le même domaine que moi était en stage ici en France. Donc j'ai réussi à le joindre pour lui dire, voilà, donc ma nouvelle situation, je suis en train de chercher une terre d'accueil, etc. Bon, on ne sait jamais, si tu as d'autres contacts dans les pays africains, fais-moi signe, etc. Il m'a dit, écoute, je reviens vers toi. Et donc du coup, il a informé une association de Béninois que nous avons ici, l'association des droits de l'homme, qui s'appelle Comité culturel pour la démocratie au Bénin, qui a été créée en 1981. Et c'est une association qui était très crédible auprès de l'organisme des droits de l'homme, et en particulier auprès de Amnesty International France. Donc eux, tout de suite, dès qu'ils ont eu l'information, ils ont été voir Amnesty International France. Ils étaient un peu surpris de constater que, mais dès qu'ils ont donné l'information, c'était une sorte de fête. Parce que Amnesty International les a informés que, justement, qu'ils étaient en train de suivre mon dossier. Qu'ils ont su que j'ai été arrêté en juin, que j'ai été libéré, que je suis parti aux États-Unis, que je suis revenu dans le pays, et que vers le 20-22 octobre, j'ai disparu. Et que la question qu'ils sont en train de se poser, c'est est-ce qu'il a été arrêté, a été torturé et est mort sous la torture, ou est-ce qu'il a été arrêté, mis au secret, ou est-ce qu'il a échappé? Donc, on est en train de faire des enquêtes pour savoir ce qu'il est devenu. Donc, si vous nous dites qu'il est en vie, qu'il n'est plus dans le pays, dites-lui qu'il se débrouille pour mettre le pied dans n'importe quel aéroport français. Nous, Amnesty International France, nous sommes en mesure d'apporter toutes les preuves que s'il restait au Bénin, qu'il restait dans sa vie. Et c'est là donc que l'ami me transmet le message et me dit, écoute, maintenant tu sais, la balle est dans ton camp, à toi donc de jouer. Et c'est ça qui m'a décidé donc à arriver en France. Et les choses se sont passées très très vite. Très vite, donc j'ai eu le statut de réfugié. Très vite, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour aller faire une reconversion à Nancy. Et donc du coup, mon milieu a été plutôt dans cette association-là, dont je suis devenu quasi automatiquement membre, étant déjà militant des droits de l'homme. Avoir une association comme celle-là qui a travaillé pour que vous arriviez, donc d'office, je suis devenu donc membre de l'association. Du coup, comment se passe votre intégration en France? Comment se passe votre engagement ici? Ça se passe plutôt très très bien. Et je ne le regrette pas beaucoup, à la fois sur le plan professionnel que sur le plan associatif. Il m'est arrivé, comme pour tous les individus, il m'est arrivé dans des coups durs au niveau professionnel. Mais du point de vue intégration au milieu, je dirais, à la fois dans le milieu béninois, togolais ou africain, ça se passe plutôt très très bien. Quelle est votre situation familiale à cette époque? Oui, à cette époque-là, comme je vous le disais tout à l'heure, du côté de mon père, je suis soutien de famille.
Mon père était déjà malade, il avait déjà plus de 70 ans, il était déjà malade, il était grabataire un peu. Quand j'ai été arrêté la première fois, j'ai tout fait pour qu'il ne le soit pas informé. Mais mon oncle a été informé, son petit frère a été informé, et lui-même il a été indirectement informé. Deuxième chose, lors de la deuxième tentative, il était là quand mon petit frère donc est arrivé à 3h du matin dans le pays voisin pour m'informer que ça n'allait pas au Bénin, donc je ne pouvais même plus lui cacher l'information. La seule chose que j'ai pu dire, c'est que demain avant la tombée de la nuit, moi je dois être à Cotonou, etc. Sinon, bon, ça a été assez pénible pour mon père, puisqu'il voyait déjà la catastrophe, quoi. Son soutien principal, qui se retrouve donc dans une aventure dont on ne connaît pas la fin, dont on ne connaît pas la retombée, etc. Il a très très mal vécu. Et il s'est fait donc, à un moment donné, j'étais déjà ici, à un moment donné, on m'a appelé pour m'expliquer donc tous les jours, papa demandait d'après moi, papa voulait me voir, etc. Et vous savez, chez nous en Afrique, même si on n'a pas la science infuse, il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Quand un vieux commence à dire ça, il faut se dire donc qu'il commence à sentir la faim. Donc j'ai programmé un voyage, j'ai été le voir. Je suis parti donc avec un costume, en sachant bien que ce costume-là, je vais le laisser, etc. Donc j'ai fait 10 jours avec lui. Tout s'est bien passé. Et avant de partir, j'ai prévenu donc mes frères et sœurs, je leur ai dit, écoutez, il y a des choses qu'il est difficile de dire, mais je préfère quand même vous le dire pour que vous ne soyez pas surpris. Si papa attend la veille de mon voyage pour mourir, moi je vais quand même partir. Parce qu'il ne faut pas que je perde mon père et que je perde mon boulot en France. Là, ça ne va pas du tout. Bon, il ne m'a pas fait ce coup-là, bien sûr, mais quand je suis reparti, moins d'1 an après, mon père était décédé. Je n'ai pas pu me rendre aux obsèques. Mais tout a été fait suivant les règles, parce que j'avais laissé donc des consignes fermes. Tout a été fait suivant donc les consignes que j'ai laissées. J'ai tout un album chez moi qui montrait donc les différents phases des cérémonies funéraires, les photos, etc. Donc ça s'est relativement bien passé. Quel est votre lien avec le Bénin pendant que vous êtes en France? Comment vous voyez en fait de loin, on va dire, à distance, le climat politique du pays, l'évolution du pays, etc. Mais aujourd'hui, avec le développement des technologies de l'information et de la communication, tout se passe pratiquement comme si j'étais au Bénin. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a une coalition qui s'appelle Alliance pour la patrie. C'est une coalition qui aspire à prendre le pouvoir, à conquérir le pouvoir. Dans cette coalition, il y a 3 partis politiques de l'opposition et il y a plusieurs organisations de la société civile. En particulier, le premier syndicat du pays, qui est la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. La première organisation des droits de l'homme du Bénin, qui s'appelle ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, dirigée par un ami à moi d'ailleurs, qui est avocat. Et j'ai un lien intime donc avec ces 2 organisations-là. Mais en plus de ça, je suis l'un des 3 porte-parole de l'Alliance pour la patrie dans la diaspora. Nous sommes 2 en France et 1 au Canada. Et je suis l'un des 2 en France. Et donc, je suis en contact permanent avec le Bénin, avec mes amis qui sont au Bénin. Nous suivons vraiment de très très près ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme si je suis à Cotonou. D'ailleurs, sur les forums, les gens qui ne sont pas au courant disent « Ah ben oui, mais vous êtes à des milliers de kilomètres. Nous sommes ici sur place. » Je dis « Mais non, mais vous n'avez rien compris là. » Et parfois, je donne des informations et les gens sont surpris. Exemple concret, actuellement, nous avons en prison, dans les prisons de Talon, un ancien ministre et un professeur juriste de l'université. Tous 2 ont été candidats aux élections de 2021. On les a jetés en prison parce qu'ils étaient candidats. Pour essayer donc d'arranger les choses, le président ou les amis non du président leur ont demandé de faire des lettres d'excuses pour être libérés. Le professeur, lui, il en a déjà marre. Il est prêt donc à faire sa lettre d'excuses. Sauf que l'ancienne ministre, qui est une femme, Rekia Madougou, a dit « Jamais je ne ferai une lettre d'excuse. C'est sur de faux prétextes qu'on m'a jeté en prison, je ne ferai pas une lettre d'excuse. » Et moi, je la comprends très bien. Dieu merci, il y a les nouvelles technologies de l'information qui sont bien développées. Et donc, moi, je n'ai aucun mal. C'est un peu comme si je suis au Bénin, quoi. Avec du recul, comment vous percevez votre engagement politique? Est-ce que vous avez changé des choses à cette époque? Ou est-ce que vous pensez que ça a été vain? J'aurais du mal à poser la question sous cette forme-là. Parce que nous qui nous étions engagés, nous savions qu'il y avait peu de chances
que nous soyons bénéficiaires de la lutte que nous menions. Au contraire, je dirais qu'avec ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et peut-être au Niger aujourd'hui, plutôt des surprises agréables. Donc de ce point de vue, non, moi je ne dirais pas que tout ce que nous avons fait a été vain. De toutes les manières, quand on veut vraiment faire la politique, mais la politique au sens noble du terme, la politique en tant que défendre l'intérêt général, on ne le fait pas nécessairement pour en bénéficier. On ne le fait pas sous forme donc, de question de mode, je le fais un temps et puis après je passe à autre chose. Non, c'est une sorte de sacerdoce qu'on a pour toute sa vie. Personnellement, en dehors de la satisfaction morale, je n'entends pas donc des retours matériels. Non, je n'entends pas. Donc je ne suis pas du tout déçu. Au contraire, je suis plutôt enchanté de constater ce qui est en train de se passer là. En particulier au Mali, au Burkina Faso et peut-être au Niger. Cela nous met donc du baume au cœur et nous dit, justement, vous ne vous êtes pas battus pour rien. Et surtout, vous n'êtes pas les seuls à vous battre. Vous n'êtes pas les seuls à comprendre donc qu'il faut oser se battre à la fois contre donc, les impérialistes, contre l'ancienne puissance colonisatrice. Il faut se battre pour que l'Afrique puisse vraiment rester debout, digne, et que ses fils bénéficient de ses richesses. Parce que tout tourne autour de ça. Hein. Quel message vous voulez passer à la nouvelle génération militante? À la nouvelle génération militante, je dirais, la politique n'est pas un jeu d'enfant. On ne la fait pas pour s'amuser. Quand on l'embrasse pour toute sa vie. Mais surtout, n'abandonnez jamais. Tant que vous êtes convaincu que la cause que vous défendez est juste, n'abandonnez jamais. Quel que soit ce que cela va vous demander comme sacrifice. C'est très important.